Est-ce la fin des lunettes et des lentilles? 26 millions de Français en portent pour corriger leur vue. Mais on parle de plus en plus de la chirurgie. Solution radicale, mais quels sont les résultats? Chez qui ça marche le mieux? Les explications du docteur Catherine El-Bouganem. Vous êtes ophtalmologiste et vous êtes spécialisé dans cette chirurgie des yeux qu'on appelle la chirurgie réfractive. Et puis vous avez aussi l'expérience d'un jeune opéré. Il y a 15 jours, Stéphane Toguert, vous avez été opéré de la myopie. Et a priori, vous n'avez plus de lunettes, donc a priori, ça a dû marcher. Et vous nous raconterez comment vous avez pris votre décision et comment s'est passée cette intervention. Alors, vous avez également la possibilité, et je vous renvoie bien volontiers à un dossier dans Santé Magazine du mois de janvier 2006, Ophtalmo pour être bien dans sa vue, un dossier qui vous racontera tout ce qu'il faut faire pour prendre soin de sa vision. Alors on le disait, est-ce que les lunettes vont disparaître? Est-ce que les lentilles vont disparaître? Les lunettes, c'est une vieille histoire. Et je vous propose de revenir un petit peu, de faire une rétrospective de ces lunettes dans le temps et dans l'histoire. Un reportage d'Evancy Lachaud. Esthétique, minimale, légère, les lunettes d'aujourd'hui sont en prise avec leur temps. On en oublierait presque, elles ont été inventées il y a près de 7 siècles en Italie. Les moines et les savants furent les premiers utilisateurs des verres correcteurs. Il s'agissait alors de 2 lentilles placées dans un cercle de bois ou de corne. Le 18e, quant à lui, fut marqué par l'apparition des premières branches, puis du monocle à manche. Peu à peu, les montures s'affinent jusque dans les années 50 pour devenir alors accessoires de mode. Couleurs osées et matériaux divers donnent une grande liberté aux créateurs. Vient ensuite l'arrondi dans les années 80 qui laisse place aux formes rectangulaires de la lunette techno après 1990. Les montures se transforment ainsi au gré des modes, nouvelles matières, nouvelles formes. De plus en plus légères, les lunettes sont également de plus en plus solides. Sans compter que les verres ont gagné en légèreté et transparence. Encore plus pratique, les lentilles connaissent elles aussi une petite révolution. Les nouveaux matériaux permettent de les garder 30 jours d'affilée sans aucun entretien. Des évolutions techniques qui facilitent la vie, mais qui rendent le choix des lunettes encore plus difficile. Voilà, donc un choix extrêmement varié. Docteur Catherine El-Bouganem, est-ce que vraiment ces lunettes vont disparaître? Non, je ne crois pas que les lunettes disparaissent. D'abord parce qu'on ne peut pas opérer tous les patients qui souhaitent une chirurgie réfractive. Et puis, tous les Français ou tous les patients qui portent des verres correcteurs ou des lentilles ne souhaitent pas se faire opérer. Vous pensez qu'on aura de plus en plus de gens qui vont porter des lunettes? Alors, il va y avoir très certainement une évolution vers une myopisation, puisque les enfants, et on le sait, plus on lit et plus on devient myope. Et les enfants commencent très tôt. Alors la lecture, ça ne veut pas obligatoirement dire être dans les livres, mais c'est aussi jouer avec les... Ce sont les consoles, là, que vous montrez du doigt. Les consoles portables, exactement. Alors, Stéphane Toguert, vous avez donc été opéré il y a 15 jours d'une myopie. Comment est-ce que vous avez décidé, comment vous étiez informé, comment vous saviez qu'on pouvait vous proposer une chirurgie? Est-ce que vous avez des lunettes d'abord auparavant, j'imagine? Oui, lunettes et lentilles. Depuis quel âge? Depuis un peu plus de 10 ans et lentilles 5 ans. Et donc là, vous êtes passé à l'acte, j'allais dire. Pourquoi? Question tout avant tout de confort et de Vous en avez un petit peu assez d'avoir les lunettes sur le bout du nez? Entre les lunettes, les lentilles, l'entretien, c'était vraiment devenu, moi, c'était insupportable, ça me C'est souvent l'argument qui vient en disant j'en ai assez de mes lunettes et je voudrais changer. Oui, c'est une question de confort le plus souvent, oui, les patients. Il y a souvent aussi des patients qui consultent pour une intolérance aux lentilles. Ils ne sont pas toujours confortables avec leurs lunettes, non pas parce que les lunettes ne leur donnent pas une bonne correction, parce qu'on a une très bonne correction avec des verres correcteurs, mais parce qu'ils sont sportifs, parce qu'ils ont envie d'une certaine liberté que leur donne la chirurgie réfractive, c'est sûr. Alors, il est pas jeune, ce monsieur, pour être opéré. J'avais la notion, moi, qu'il fallait attendre que tout soit bien stabilisé. Il me paraît plus jeune. C'était son cas. Quand on dit stabilisé, ça veut dire quoi? Alors, on va prendre l'exemple de la myopie. On va passer en revue les 4 cas de figure, j'allais dire. Donc d'abord, la myopie. À qui vous vous adressez? À qui vous pouvez dire, oui, je peux proposer une chirurgie? Alors, quelle que soit l'amétropie à corriger, c'est-à-dire quel que soit le vice de réfraction, il faut qu'il y ait une stabilité. Donc, d'abord, on n'opère pas les enfants jeunes, il faut qu'ils soient majeurs, mais il faut surtout qu'ils aient une stabilité de la réfraction pendant au moins 1 an. Et c'est là qu'on peut proposer une intervention chirurgicale. Donc ça veut dire que ça n'évolue plus? Voilà, exactement. Mais ça veut dire que ça n'évoluera plus jamais? Alors non, c'est-à-dire qu'en réalité, on est alors sur un plateau. Et l'évolution, a priori, ne sera que très faible si elle évolue. Vous avez pris votre décision du jour au lendemain, vous êtes dit j'y vais, ou il a fallu un peu de temps? Un petit peu de temps, oui, à peu près 8 à 12 mois de réflexion. Ah quand même, pour mûrir un petit peu les choses. Réfléchir. Vous aviez la trouille? C'est toujours un peu impressionnant, c'est les yeux, donc c'est vrai que c'est impressionnant.
Puis on ne sait pas trop où on va, donc c'est un petit peu à l'inconnu, même si on est aiguillé, même si on nous explique tout. C'est un peu, c'est les yeux, donc c'est vrai que ça fait toujours peur. Vos patients ont peur quand ils vont se confier à la chirurgie? Je ne pense pas qu'il y ait de patients qui rentrent dans le bloc opératoire sans une petite appréhension, ce qui est normal, hein, c'est une chirurgie anxiogène, la chirurgie ophtalmologique. Donc c'est logique d'être un petit peu anxieux Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse. Et puis souvent, lorsque les patients ont passé le pas de la porte du bloc, ça se passe mieux. Ils sont... Vous avez confiance pour moi? Oui. Alors, ça s'est passé comment? Ça a duré 1 heure, 2 heures, 3 heures? Comment vous l'avez vécu de votre côté? On va dire, entre le temps où je suis arrivé à la clinique et je suis ressorti, c'est une grosse demi-heure. Maintenant, le temps, je pense, dans le bloc opératoire, je n'ai pas chronométré, mais ça doit être, si je dis pas une intervention 20 brève minutes. C'est une vingtaine de minutes, voilà. Oui, pour les 2 yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait de façon pratique? Donc, on a déterminé, j'imagine qu'on ne fait pas la même chose pour tous les myopes. Ah non, bien sûr que non. Donc, vous avez un bilan auparavant? Il y a un bilan préopératoire qui est assez lourd et qui permet surtout d'abord de mesurer, bien sûr, le vice de réfraction et qui permet également de voir s'il n'y a pas de contre-indication à la chirurgie, puisque tous les patients ne peuvent pas bénéficier de cette intervention. Contre-indication qui pourrait être? C'est surtout des contre-indications anatomiques de la cornée, essentiellement. Une cornée trop fine, une cornée qui a des rayons de courbure qui sortent des normes, sont des contre-indications. Et puis, bien sûr, des pathologies ophtalmologiques ou générales qui contre-indiquent la chirurgie réfractive. Donc, tout ça, c'est examiné au cours d'un bilan qui est assez long. On explique également aux patients comment va se dérouler l'intervention, quels sont les avantages, quels sont les risques possibles, parce qu'il n'y a pas de chirurgie sans risque. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que je risque en allant faire une chirurgie? Je crois que le risque essentiel actuellement, c'est de ne pas obtenir 10 sur 10, c'est-à-dire de ne pas pouvoir corriger la métropie dans sa totalité. C'est le risque essentiel de la chirurgie. Et ce risque, il peut être corrigé par un geste supplémentaire que l'on fait dans les 3 à 6 mois qui suivent la première intervention. On n'a pas fait assez, c'est jamais trop. C'est rarement trop. C'est le plus souvent, on n'a pas fait assez. À ce moment-là, on peut corriger encore. Il y a un risque infectieux et inflammatoire, comme dans toute intervention chirurgicale, même s'il est quasiment réduit à 0 dans ce type de chirurgie. Et donc là, quand l'intervention s'est terminée, on vous a quoi? Vous aviez un œil flou? Vous aviez quoi? On voit trouble, on est un petit peu ébloui. Moi, je suis rentré chez moi, je me suis reposé toute l'après-midi. Et le soir, à partir de 17h30, on va dire, je me suis fait opérer vers 10h. 17h30, j'ai commencé à ouvrir les yeux et je me suis mis au balcon. Et ce qui m'a choqué, c'est que du 4e étage, j'arrivais à lire les plaques d'immatriculation en bas. Donc c'est vrai que ça commençait et vous aviez jeté vos lunettes, en quelque sorte. Et puis rien, voilà. Donc c'était... Donc, on récupère donc très vite? On récupère extrêmement vite, oui. C'est une chirurgie qui permet une récupération dans une 12aine d'heures en moyenne. Alors, on va voir sur un petit schéma un petit peu ce qu'on fait exactement chirurgicalement, parce que si on a bien compris, vous allez... La myopie, c'est quoi en fait? La myopie, pour schématiser, c'est un œil trop long. Ça veut dire donc les images se forment en avant de la rétine. Donc il faut reculer la projection des images, soit par un verre, soit par une lentille, soit par une chirurgie qui creuse dans la cornée. Donc vous allez enlever un petit morceau. Cornée, voilà, vous allez raboter la cornée. Centre. Très bien. Alors pour les autres troubles donc, de la réfraction, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc on a en fait l'hypermétropisme. C'est quoi ce gros mot? Alors l'hypermétropie, c'est le contraire de la myopie. C'est des patients qui ne voient pas de près et qui ont un œil trop petit. Donc il faut faire le contraire de la myopie, c'est-à-dire qu'il faut faire bomber la cornée, contrairement à la myopie. Alors là aussi, la technique utilisée pour la myopie est aussi applicable pour l'hypermétropie, également pour l'astigmatisme, qui est souvent combiné soit à l'hypermétropie, soit à la myopie. Et pour la presbytie, on peut également soit faire du LASIK, comme a eu M. Togart. Donc le LASIK, c'est le laser? Le LASIK, c'est une des techniques du laser excimer, donc qui permet de creuser dans la cornée, c'est le schéma qui est montré, qui permet de creuser dans la cornée, soit au centre, soit en périphérie, soit d'une manière elliptique lorsqu'il y a un astigmatisme. Donc ça veut dire que vous n'allez pas faire partout pareil. Exactement. Si c'est la myopie, vous faites au centre, et si c'est l'hypermétropie, vous faites autour. Donc vous resculptez en quelque sorte. On remodèle la cornée avec le laser. Alors ensuite, vous avez l'astigmatisme. Donc l'astigmatisme, on va creuser d'une manière asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne creusera pas de la même manière sur tous les rayons de courbure. L'astigmatisme, c'est lorsque la cornée n'a pas les mêmes rayons de courbure sur tous les méridiens. C'est-à-dire schématiquement, la cornée a la forme d'un ballon de rugby au lieu d'avoir la forme d'un ballon de football. D'accord, donc on voit les choses un peu déformées, un peu... Exactement, on voit les choses déformées sur l'un des axes. Donc on remodèle la cornée, là aussi, plutôt sur un axe que sur un autre. Et comme c'est souvent couplé à l'astigmatisme ou à l'hypermétropie, on combine les deux.
Et donc, il reste la presbytie. Alors, est-ce que la presbytie peut bénéficier Alors, la également de cette chirurgie? presbytie peut bénéficier d'une chirurgie. Là aussi, on a à notre disposition actuellement plusieurs techniques. Le LASIK permet également, donc le laser excimer, permet également de remodeler la cornée pour la rendre multifocale, c'est-à-dire un petit peu comme les lentilles qui permettent de corriger et de voir à des distances différentes. Et puis, on a une nouvelle technologie. En fait, c'est des nouveaux implants, plus exactement, puisque la technologie existe depuis une dizaine d'années. C'est des nouveaux implants qui permettent de corriger à la fois de loin et à la fois de près lorsqu'on opère de la cataracte. Et ça, c'est des implants qui donnent de très très bons résultats, mais qui ne peuvent être proposés qu'à des patients qui ont déjà une presbytie totale, c'est-à-dire à partir de 60 ans environ. Donc là, 15 jours après, vous êtes content? Très content. Le résultat, pour moi, est impeccable. La vision, et donc ça ne bougera plus? Ça ne bougera plus, non? Ça ne bougera plus, c'est-à-dire qu'au fil du temps, l'œil ne va pas se déformer? Non, l'œil ne va pas se déformer, sauf si sa myopie venait à légèrement augmenter, parce qu'on ne peut jamais être certain qu'il n'y aura pas une petite évolution de la myopie. Mais a priori, il avait une myopie qui était relativement faible et une stabilité acquise depuis de nombreuses années, donc le résultat est définitif. Alors parlons un petit peu argent et coût, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Non, du tout. Ça représente un montant d'une fourchette de coûts? Alors, ça dépend de la technologie utilisée, parce qu'actuellement, on a des techniques qui sont de plus en plus performantes, et à chaque fois qu'on utilise un laser supplémentaire, un logiciel supplémentaire, il y a un surcoût. Et globalement, si vous voulez, les chirurgies s'échelonnent entre 2 400 et 3 000 euros, parce qu'il y a ce nouvel outil dont on parle beaucoup, qui est le laser femtoseconde, qui permet de découper les petits volets avec encore plus de sécurité, et qui effectivement est un surcoût pour l'intervention également. Un petit volet, c'est-à-dire qu'en fait, on soulève le. Voilà. La petit création capot. du petit volet, elle peut se faire soit mécaniquement avec un micro-rabot, soit avec le laser. Et lorsqu'on fait effectivement la découpe au laser, c'est un petit peu plus cher que lorsqu'on la fait mécaniquement. Combien de personnes à l'heure actuelle sont opérées par an avec ces techniques de laser pour les yeux? Il y a environ 150 000 patients opérés. Et vous pensez là aussi que ça va augmenter? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est lié à l'information? Ou est-ce que, en fin de compte, pour vous, c'était une notion de confort, hein, vous l'avez dit, c'était parce que vous en aviez assez des lunettes? Plus une notion de confort, assez des lunettes et des lentilles. Et des lentilles. Et puis c'est vrai que c'était un coût aussi. Hein, si on y réfléchit, finalement, c'est un investissement, l'opération immédiat. Mais bon, les lentilles, ça représente quand même un budget assez important tous les mois, comme les lunettes également qu'il faut faire refaire régulièrement. Tous les ophtalmos savent faire ça? J'allais dire, c'est une technique spécifique? Non, tous les ophtalmos ne savent pas faire ça, parce que tous les ophtalmos ne se spécialisent pas dans cette... actuellement, on est de plus en plus hyper spécialistes, c'est-à-dire qu'au sein de l'ophtalmologie, on a de plus en plus d'ophtalmologistes qui choisissent un créneau particulier dans l'ophtalmologie. Donc tous les ophtalmologistes ne choisissent pas effectivement cette hyper spécialisation, je dirais. Mais on peut considérer qu'on peut aller voir son ophtalmo en disant, voilà, est-ce que je peux me faire opérer? Tout à fait. Vous avez aujourd'hui des Et à critères ce précis moment-là, pour répondre. voilà, l'ophtalmologiste, s'il ne pratique pas cette chirurgie, adressera à un ophtalmologiste qui l'a fait. Madame, Monsieur, merci beaucoup. Je vous rappelle le dossier de Santé Magazine du mois de janvier sur l'ophtalmologie pour être bien dans sa vue. Et puis ce livre, vous allez retrouver toutes les informations justement sur la chirurgie réfractive, guide à l'usage des patients, du docteur Catherine Elbouganem et du docteur Jean-Jacques Saragoussi aux éditions Bâche. La semaine prochaine, émission en musique. Les musiciens professionnels, comme les sportifs de haut niveau, ont leurs petits bobos ou leurs maladies. Comment les soigner et surtout comment prévenir? Vos questions sur lci.fr. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël. Il avait été condamné par une cour martiale, mais le jugement a été cassé. Un procès civil l'an dernier a lui aussi tourné court. Et cette semaine, enfin, Guzman, sa femme, ses lieutenants, ses disciples se retrouvent dans le box. Magali Barthes. Les mêmes devant un tribunal il y a un an. Abimael Guzman, chef du chantier lumineux, défie ses juges. Devant les caméras du monde entier, Guzman et ses acolytes scandent leur slogan révolutionnaire. Scandale. La séance est ajournée. Le procès ne reprendra pas avant des mois. Aujourd'hui, pas question
interdiction pour la justice de laisser à Guzman la même tribune. Tout a été verrouillé, les caméras interdites sauf celle du gouvernement. Guzman reste impassible. Il est jugé avec 23 autres membres du Sentier lumineux pour terrorisme aggravé et homicide. Entre 80 et 97, la guérilla maoïste dont il était le fondateur a fait plus de 31 000 morts, des massacres de civils, des attentats à la voiture piégée au nom de la lutte armée contre l'État péruvien pour instaurer le communisme. Nous voulons qu'enfin ce procès permette une juste sentence, la prison à perpétuité pour celui qui a plongé le pays dans des années de violence et de terreur. Guzman dénonce une farce judiciaire. Il estime qu'il ne peut pas être jugé selon les lois péruviennes qui ne reconnaissent pas son combat. Depuis son arrestation en 92, le Sentier lumineux décapité a presque disparu. Les quelques groupes armés qui subsistent dans la jungle se sont recyclés dans les narcotrafics et contrebandes en tout genre. Ainsi va le monde, l'info continue sur la chaîne.